continuer de vous parler de la bienveillance et des sources, de la source de la bienveillance, qui est toujours dans le lien d'ouverture, de porosité entre soi et plus grand que soi. Et comme je disais hier, la source, elle est à notre portée dès lors que nous ouvrons nos pores, un peu comme ce maître zen qui dit « Je fais zazen avec toutes les pores de ma peau ». Avec toute ma sensibilité, avec toute ma capacité de faire venir, même pas comme une acceptation, juste comme un réglage d'observation de ce qui est là. Autre parole, ne cherchez pas au loin ce que vous avez juste sous vos pieds. Juste à votre portée tout de suite. Ce qui est dans votre champ de vision, ce qui est tout de suite, qui parvient à vos oreilles. Tout de suite ce qui vous touche votre peau et puis votre cœur. Lorsque vous vous laissez sans filtre préconçu, sans censure, sans jugement, sans maille fine serrée, vous laissez en quelque sorte imbiber de ce qui est là. Dans cette sensibilité particulière de la pratique, eh bien vous avez sous vos fesses la stabilité, la tendresse, la bienveillance, l'inaltérable, l'inépuisable force de soutien de la terre. Je crois que c'est un vieux texte indien qui dit on lui fait pipi dessus, caca dessus, il pleut, il neige, elle reste stable. Alors, encore une fois, pas comme une visualisation d'un modèle, c'est aidant. Bien sûr que ça peut aider à... Mais par-delà la visualisation, le ressentir. Et prendre ce temps de cette réceptivité. Je répète encore une fois, le sens, c'est les sens. C'est-à-dire la direction, c'est nos perceptions sensorielles. Et Maître Dogen, dans ce très beau texte, comme beaucoup de textes du Shobogenzo, cite un vieux chinois qui s'appelle Kanchi, qui dit « La mer ne refuse pas l'eau, et c'est pour ça que la mer est immense. Les montagnes ne refusent pas la terre, et c'est là où l'on voit leur stature de plénitude. » Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en circuit fermé? Nous ne recevons rien. Ni eau, ni terre, ni air. Ni énergie. En circuit fermé, ça veut dire je fais attention à rien. Un des grands paradoxes de notre société actuelle, d'ailleurs, c'est que la juxtaposition des circuits fermés étiquetés, les égaux, pour le dire vite, fait une drôle de société
très souffrante et très conflictuelle. Alors qu'un des grands paradoxes, c'est que l'ouverture se fait sans doute avec un cheminement d'introspection silencieuse, comme si il y avait une sorte de paradoxe, comme si la ressource qui permettait l'éclosion de la fleur passait par un temps d'expérience un peu solitaire, un peu silencieuse, loin de l'agitation. Parce que vous avez sans doute observé que ça se auto-entretient, cette agitation. Et ça communique justement, comme Guillaume le disait tout à l'heure, sur y compris les modes toxiques. Donc ma certitude, et vraiment ce que je voudrais faire passer, c'est se connecter à, s'ouvrir à, être présent à. Et encore une fois, pas sur le mode que des mots. Les mots, c'est juste un mode explicatif pour faire comprendre. C'est la moitié du chemin. De le vivre au-delà des mots, ou en tout cas de faire en sorte que les mots deviennent chair, deviennent vie vivante, deviennent muscle, deviennent sang. Donc, cette connexion, ce contact indispensable, on le puise en s'ouvrant, on le puise en faisant attention. Et donc, la source de la bienveillance, la terre, l'air liquide amniotique, dont je m'inspire, que je respire, que j'inhale et que j'exhale. Respirer la bonté, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui se passe quand on a un être dont on ressent, en s'ouvrant, qu'il est dans cette force-là? Il devient magnétique. Et Dogen commente ce mot de Kanchi sur l'histoire que la mer accepte l'eau. Réflexif. L'eau accepte la mer. Et donc on voit bien que tout ça est un échange profond, que c'est une illusion majeure de se considérer comme coupé de ça. Nous sommes complètement sourds et aveugles lorsque nous buvons un verre d'eau en inconscience, alors que l'eau nous parle et que nous lui parlons. Alors après, il faut peut-être se caler intuitivement sur son langage particulier. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Déjà, je me pose cette question. Déjà, je fais la moitié du chemin pour m'ouvrir à ça. Qu'est-ce que ça a à me dire? Si je suis un thérapeute et que j'ai devant moi un patient qui par nature est en souffrance, si je suis très campé sur mes certitudes, je ne suis pas tellement à l'écoute. Est-ce que l'on peut dire que je suis bienveillant? Non. Et il va le ressentir. Et ça va déjà abîmer ce qui devrait être une relation d'aide. Parce que ça va créer subtilement des résistances, des blocages, des défiances. Et bien, tout ça commence de façon extrêmement immédiate et simple avec l'eau que je bois
l'air que je respire, la terre qui me porte, le feu qui me réchauffe. Ça ne veut pas dire que j'exerce pas ma raison, bien sûr. Si je reste 3 heures en plein soleil, au bout d'un certain temps, j'aurai un cancer de la peau. Ça, la mesure de la raison est présente. Être attentif, ça n'a jamais voulu dire supprimer toute raison, c'est presque le contraire. C'est aiguiser son intelligence dans cette réceptivité-là. C'est pas tout accepter. Hein, il y a toujours eu cette accepte. Non, j'exerce un contrôle. Mais mon attitude immédiate est une attitude d'écoute de ce qui se dit, de ce que je suis en devoir d'entendre et de ressentir l'échange des deux porosités qui communiquent entre elles. Et là, toute la dimension de la compassion, justement, qui est plus de l'empathie, vibration émotionnelle, c'est de ressentir ce dont l'autre a réellement besoin, mais pas pour moi, pour lui. Comme on disait tout à l'heure, amour de soi égale amour propre. Amour de l'autre, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'il souffre moins. Compassion. Je ressens ce dont l'autre a besoin et je lui donne de façon désintéressée. Voilà une définition possible de la bienveillance. La condition préalable, c'est que, évidemment, je m'en sois rempli. Et plus je m'en serai rempli en l'inspirant, plus je l'inspirerai, c'est-à-dire que je l'expirerai dans ce mouvement solidaire dont parle Dogen dans ce texte. La mer accepte l'eau, reçoit l'eau, mais l'eau accepte la mer. Alors il va faire un parallèle avec les nations ou l'auditoire d'un enseignant. Il va dire c'est exactement la même chose si vous êtes responsable d'un groupe, d'un pays. Si vous savez accueillir comme vous voudriez être accueilli vous-même au fond, eh bien nul doute que la nation sera paisible si vous traitez l'autre comme vous voudriez être traité. Et donc évidemment ça renvoie à Nagarjuna et au cœur de l'essence du bouddhisme et du zen, c'est-à-dire le miracle absolu est de se mettre à la place de l'autre, de traiter l'autre comme soi-même. Et là encore, pas comme une théorie ou une visualisation, comme un ressenti profond, une porosité. Faites cette expérience quand vous respirez ou quand vous buvez un verre d'eau. Je suis le verre d'eau. Je vais être bu. Je suis cette eau. Je vais être bu. Oh, renversement de... Wow! Je suis cette nourriture, je vais être absorbé, je vais faire ce voyage. Oh! C'est ça le changement de paradigme que j'invite chacun à faire. Concrètement.
faire comme si la marmite, c'était la prunelle de mes yeux. Faire comme si l'être qui est en face de moi est moi. Vous vous rendez compte de la civilisation? On comprend très vite que Maître Dogen au XIIIe siècle médiéval japonais ait pu sabrer les antiféministes de l'époque. Je ne sais même pas si on pourrait raisonner comme ça, mais un texte absolument extraordinaire sur le fait que les femmes étaient considérées dans certaines branches du bouddhisme de l'époque, et il y avait des sanghas comme ça, où c'était que des hommes. Et Dogen croise le fer avec des mots très durs pour dire mais comment ça se fait, imbécile et stupide, que vous puissiez considérer que les femmes ne puissent pas accéder à l'éveil. C'est juste aberrant. Comment vous pouvez vous intituler disciple du Bouddha? Vous êtes stupide. Vous n'avez pas vu la réalité, en fait. Vous avez juste vu vos préconceptions. Vous avez juste vu ce peut-être, ce que vos parents ou vos maîtres vous ont enseigné de bonne foi. Et vous avez répété mentalement un engrammage. C'est pour ça qu'il est toujours aussi majeur, essentiel, de remettre l'engrammage au feu de la réalité. Pas de se contenter de l'engrammage, dont je soulignais tout à l'heure que aller le convoquer encore et encore et encore dans des ruminations sans fin, comme des équations d'algèbre, était une tension épuisante sur le plan psychique. Mais d'aller à la ressource qui, elle, est apaisante, rafraîchissante, bienfaisante, bienveillante. Pas comme nos ruminations qui ne nous veulent pas du bien. Nos ruminations, c'est un outil qui marche en circuit fermé. Ça devient une eau croupie. Donc c'est vraiment extrêmement précieux et important que de se nourrir de la bienveillance. Et lorsque, c'est là où ça devient absolument extraordinaire, je ressens cette bienveillance, par exemple, dans la nourriture. Carottes râpées avec de l'huile et du vinaigre et du sel. Et que je me laisse pénétrer par tout ce monde immédiat de saveur, de présence, de ce qui n'est pas moi. Que je m'ouvre avec beaucoup d'attention à cette perception. Qui, dans beaucoup de nos préconceptions, est juste appréciée pour le plaisir qu'elle peut procurer, et puis point. Et ça serait presque suspect. Vous voyez combien ça va vite, le jugement, là? Eh bien, accueillir sa force de bienveillance qui me nourrit, me fait germer en moi, fait germer en moi, une vibration de gratitude profonde. Voilà la source. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contact conscient, l'échange. Eh bien, la manière dont tout ça va être harmonieusement, on pourrait dire, digéré. Qu'est-ce que ça veut dire, digestion? À partir de quelle vague frontière le bout de carotte devient moi, ou une partie de moi. Moi. On peut bien voir que si on mange n'importe quoi, n'importe comment, à toute vitesse, sans y penser, on est à des années-lumière de la conscience. Et avec les dégâts à court, moyen ou long terme que ça génère. Donc on a évidemment tout à perdre
dans l'inconscience. Et tout à épanouir dans la conscience. Et j'insiste vraiment beaucoup sur le fait que ça n'a rien de chamanique ou religieux, même si les religions se sont intéressées par exemple à l'acte de se nourrir avec des actions de grâce, bénédicité, des prières dans le monde musulman ou le monde juif. Mais juste ce contact conscient, cet échange, eh bien si on transpose cette force-là qui est à notre portée immédiate et qui renvoie à cet enseignement extrêmement profond des pouvoirs mystiques dont on parlait tout à l'heure, le pouvoir de lire dans les pensées d'autrui, grâce aux méditations, comment devenir un apprenti fakir, le champion du monde, comment se téléporter, se transmuter. Eh bien, ce que répondent les maîtres du Chan, c'est les pouvoirs mystiques, c'est manger son repas et boire son thé. Prenons conscience du miracle qui se joue, le même que celui de marcher sur la terre et de ne pas rêver à marcher sur les nuages ou sur l'eau. Et là, c'est très facile. On peut dire « Ah, juste marcher, juste manger, c'est fonctionnel et matériel, j'ai pas le temps, surgeler micro-ondes, et ça fera bien l'affaire. » Vous êtes en relation avec le monde, là? Vous êtes en relation avec un préjugé, mais pas le monde. Un certain type de monde dont vous n'êtes même pas tellement conscient. Si au contraire vous sacralisez à l'excès, ou si vous imaginez trop, eh bien vous déconnectez de la réalité de l'acte de manger pour aller ailleurs. Je ne pense même pas que je mange. Je ne pense même pas que je respire. Je ne pense même pas que je suis vivant. Un maître coréen a dit ça. C'est quoi la mort? T'es déjà mort. On est déjà mort dès lors que on n'est pas conscient d'être vivant. Et on imagine autre chose que notre vie vécue, vraie, vibratoire, incandescente, présente. Et donc, renouer avec ces forces-là qui sont inépuisables et à notre disposition. Dites des 4 éléments, mais c'est pas très important. C'est déjà une classification, c'est le monde dans lequel on vit, dont nous avons à être conscients, dont nous n'avons pas à être des pantins mécaniques. Nous valons mieux que nos bagnoles. Donc cette force, cet esprit de bienveillance, cette nourriture de bienveillance, c'est à chaque instant que ça se joue dans quelques circonstances de vie que ce soit. À partir du moment où il existe la relation du contact conscient. Cette relation du contact conscient, et là encore c'est une parole de Maître Dogen, c'est avec tous les êtres. On a été très surpris lorsqu'on a commencé à lire Maître Dogen, où il parle du sol, des tuiles, des graviers, des murs, des haies. C'est déjà ouvrir les yeux, le plancher qu'on a sous nos yeux, les poutres au-dessus de nos têtes.
comme dans le Sutra des repas, c'est prenons le temps d'examiner l'origine et la nature de l'histoire de ces poutres, de ce qu'elles parlent, de ce qu'elles dégagent. Et là encore, pas comme référence à, je vais le classer dans, ah ouais, j'ai appris que c'était le style roman ou je sais pas quoi. Non. Mon contact direct, réceptif immédiat, avec ça. Même si je ne sais pas le classer, le classifier, ça n'a aucune espèce d'importance. Juste le ressentir par moi-même et justement pas au travers d'un filtre préétabli, préfiltré, préjugé, préconçu. Waouh! Vous voyez bien les engrammages des préconceptions, les ravages que ça peut faire. Suivez mon regard, je ne vous fais pas de dessin. C'est majeur de renouer avec ces contacts-là, ces écoutes-là, ces candeurs-là, ces naïvetés-là. Ce cœur ouvert, cet esprit ouvert, ce contact ouvert. D'être touchant et touché. Voilà la bienfaisance. La bienveillance plutôt. Parce que bienfaisance c'est autre chose. Bienveillance. Elle vient toujours dans ce circuit extérieur, intérieur, qui nous imbibe. Et la terre est bienveillante, et l'air est bienveillant. Le monde est bienveillant. Et Bouddha disait, vous pouvez changer le monde au travers de la manière dont vous le ressentez et vous le pensez. Hein, c'est cette formule qui dit, c'est votre esprit qui crée le monde. Et bien, Maître Dogen a cette phrase extraordinaire. Il se peut bien que l'eau aussi accepte de devenir la mer. La mer reçoit l'eau, elle ne refuse pas l'eau, et l'eau ne refuse pas la mer. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Plus j'inspire, plus j'expire. C'est pas seulement la technique possible, vue de l'extérieur, de pratique de yoga ou de technique de développement personnel. Ça urge de comprendre ça. Ça urge. C'est pas, je me fais de la gymnastique pour me faire des biscottos ou de la gonflette. Je fais pas des heures de zazen pour devenir un maître zen. Gonflette spirituelle. Stop. Mais savoir s'imbiber, comme certaines sagesses anciennes, notamment je pense aux Amérindiens, de cette magie extraordinaire, de l'eau qui tombe, qui fertilise, de la relation avec le bison qui souffle, de la sauterelle, de la mouche, ou encore dans d'autres traditions, François d'Assise. Mais ça commence par là. Ça commence par cette ouverture poreuse à ce qui est là. Et on n'insistera jamais assez là-dessus. Parce que notre tour de contrôle mentalisé, parfois, exagère dans un sens idéaliste ou dans un sens matérialiste. Et le déséquilibre, soit d'un côté, soit de l'autre, nous fait perdre le contact avec cette réalité profonde, riche, précieuse. Retour aux sources de la bienveillance.